Alors, bienvenue chez Plus de Foi. Alors, on est avec Nolwenn, notre super spécialiste psychologue, qu'on a déjà vu dans une vidéo passée. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, franchement, je vous conseille d'aller la voir. C'est un petit réel qu'on a publié sur un petit peu sur tous nos réseaux. Donc, il faut savoir qu'on est présent sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Et donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, comme la vidéo, elle nous a, enfin, on a tellement aimé en fait cette petite collaboration avec Nolwenn. Et puis elle a accepté en plus de revenir. Donc on a dit bon, bah allez, on saisit la chance. Et donc aujourd'hui, on va donc approfondir les thèmes qu'elle a un petit peu abordés dans la première petite vidéo. Et on va y aller un peu plus à fond et ouais, ça va être cool, quoi. Alors, il faut savoir que donc ces thèmes, en fait, ils nous ont intéressés parce que, enfin, le thème de la santé mentale nous a intéressés parce que c'est pas des thèmes qu'on aborde souvent quand on est à l'église, que l'on soit chrétien ou que l'on soit d'une autre religion. Je pense qu'on est un petit peu tous dans le même, enfin, ouais, dans comment on peut dire ça? Finalement dans la même optique par rapport à la santé mentale en fait. Exactement. Et du coup on voulait justement parler de la foi et puis un petit peu des soins psychologiques et un peu déstigmatiser tout ce qui est toute la conversation autour de ces thèmes. Donc aujourd'hui on va parler de certains thèmes et les thèmes qu'on a choisis c'est la dépression et un petit peu les conséquences de la dépression et on va l'intégrer un petit peu au milieu religieux. Donc j'espère que vous allez aimer cet épisode et que ça va vous intéresser. Je vais te laisser la parole sur beaucoup de ces choses. Je vais clairement te poser des questions, mais en tout cas, c'est toi qui vas être la star aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste la dépression? Parce que je pense, en tout cas personnellement, je pense que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'on utilise mal. Je pense, j'ai beaucoup entendu de gens dire « Ah, je suis en dépression, ah, je suis déprimée ». Et peut-être que c'est pas exactement ça, parce que bon, moi aussi, j'ai l'impression que des fois, j'ai été déprimée, alors qu'en fait, non, je n'ai jamais été déprimée. Enfin, pas en tout cas comme une vraie dépression. Exactement. Et je pense que c'est vraiment important qu'on en parle, parce que utiliser les bons mots pour les choses, ça les déstigmatise, et comme ça, on peut savoir exactement ce qu'on est en train de dire et pas faire du mal à ceux qui ont vraiment à ceux qui sont atteints d'une dépression forte qui les invalide, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Finalement, la dépression, ça va être un trouble mental qui va beaucoup se caractériser par une grande tristesse, par une perte d'intérêt. Donc voilà, grande tristesse, perte d'intérêt, et puis par en fait une grosse émission de l'énergie. C'est souvent des personnes à qui on va dire faut se secouer un petit peu, faut sortir de chez soi, puisque ce sont des personnes qui vont se renfermer sur elles-mêmes, qui vont plus trop oser sortir, qui vont peut-être plus avoir envie de faire des choses comme elles le faisaient avant. Des personnes où je sais pas si elles aimaient bien aller au cinéma, si elles aimaient bien sortir voir des amis, vont dire bah non, là j'ai pas trop envie, je suis pas trop dans un bon jour, donc je vais éviter. Et c'est souvent voilà des personnes qu'on va essayer de pousser en se disant mais franchement elle fait pas d'effort. Ouais. Alors qu'en réalité c'est plus que juste un manque d'envie, un manque de motivation, c'est vraiment un dérèglement dans le cerveau, un dérèglement chimique qui fait qu'il y a certaines choses qui deviennent presque impossibles ou qui demandent un effort surhumain. Alors que ça paraît aussi simple, quoi. Et c'est d'ailleurs une des premières causes d'invalidité au monde, plus que d'autres handicaps. Donc comme quoi c'est vraiment très présent et très invalidant. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a quelque chose qui est vraiment au niveau physique et pas tout simplement peut-être au niveau sentimental. Je pense que ça, du coup, ça a un effet bien évidemment sur les sentiments, sur les émotions, mais c'est quelque chose vraiment de physique. Donc, exactement. Donc par rapport à ça, je pense que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on vit tous un petit peu des fois des états dépressifs qui sont temporels, qui passent. Mais du coup, quand est-ce qu'on sait, à partir de quel moment on peut savoir qu'il faudrait peut-être qu'on aille se faire aider chez quelqu'un, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre ou je sais pas trop quel autre professionnel de la santé peut nous aider avec ça. Et surtout, quels sont les premiers pas, parce que peut-être que des fois on a un peu honte de se dire ah il faut que j'y aille ou quoi, je sais pas trop. Non, c'est clair, c'est vrai que certaines personnes vont être un peu déprimées et d'autres vont être vraiment dans une dépression qui va être installée et qui va être là depuis longtemps. Même si on commence à être déprimé, c'est déjà le moment où il faut agir. Et il faut surtout pas rester seul, se renfermer, parce que plus on va rester seul et se renfermer, plus ça va être difficile de remonter la pente. C'est exactement comme une descente ou un toboggan, on descend très vite, mais plus on fait un pas vers la descente, plus ça va être compliqué de remonter à un moment donné. Donc je pense que déjà, c'est important de se dire, si vous commencez
ou si les personnes commencent à se dire là je commence à sentir que ça va pas trop, je suis plus aussi motivée qu'avant, j'ai un peu plus de mal à sortir de chez moi, j'ai un peu plus de mal à me lever le matin, j'ai un peu plus de mal à vouloir faire les choses, c'est déjà un bon indice qu'il y a quelque chose qui devrait être fait. Maintenant, il y a des personnes qui arrivent très bien à sortir d'un état qui peut être un peu triste, un peu compliqué, pas forcément dans un état de dépression totale, et qui arrivent à se mobiliser tout seul. Et là, ce sont des personnes qui vont dire « Ok, là, il faut que j'y arrive, et donc je vais mettre en place des choses », et donc ils arrivent déjà à faire ce premier pas. Il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus compliqué parce que la dépression s'est tellement installée, le trouble, il est tellement présent et même peut-être aggravé, que malheureusement, il y aura beau y avoir des personnes autour d'eux, ça va toujours être très compliqué de pouvoir faire ce premier pas. Donc je pense que pour ces personnes-là, à partir du moment où on se rend compte que ça devient invalidant, qu'on a du mal à peut-être continuer à aller au travail si on a une activité professionnelle, on a du mal à chercher un travail si on n'a pas d'activité professionnelle, qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi. Déjà le fait de sortir de chez soi, c'est un bon indicateur que là ça commence à être assez important et qu'il se serait bien de se faire accompagner. On peut avoir des phases où il y a des activités qu'on aimait bien avant, qu'on aimait un peu moins, mais généralement c'est parce qu'on a trouvé peut-être une autre passion ou une autre activité pour remplacer. Ça c'est pas trop grave. Mais si on n'arrive pas à remplacer, on va dire, cette activité par une autre, c'est que forcément il y a quelque chose. En tout cas, c'est déjà une petite puce à avoir. Et donc dans ce cas-là, la chose principale pour moi en tout cas, c'est déjà de pouvoir essayer de s'entourer de personnes qui peuvent être bienveillantes, de personnes qui pourront nous aider. Ça peut être la famille, les amis, essayer de voir déjà si avec ça peut nous aider à regagner un petit peu j'allais dire de joie. C'est pas forcément qu'il y a plus du tout de joie, mais c'est que cette joie, elle est très atténuée, où on a du mal à la voir. À la percevoir, ouais, c'est ça. Faut aussi savoir qu'une personne qui a une dépression peut avoir un masque. C'est-à-dire que devant les autres, elle va te dire que tout va bien, et en réalité, ça va pas. Okay. Parce que parfois c'est plus facile de dire oui ça va de ne pas expliquer. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, c'est important de pouvoir se réentourer de personnes bienveillantes, et je dis bien bienveillantes, pas juste des personnes autour de nous, parce que parfois les personnes autour de nous ne sont pas très bienveillantes et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc s'entourer de personnes qui sont bienveillantes. Une chose qui va être aussi importante, c'est de pouvoir tenir un journal des bonnes choses qui se sont passées dans la journée. Parce que quand on est dans cet état de dépression, c'est comme si on avait des lunettes de soleil devant nous. On a beau voir les choses alors qu'il fait beau, il y a du soleil, mais nous on va voir les choses de manière un petit peu plus assombrie. Et ça c'est toujours un peu compliqué de se dire je vois les choses d'une manière exceptionnelle ou d'une manière belle, alors que nous c'est toujours un peu faussé notre manière de voir les choses. Donc tenir un journal des bonnes choses qui nous sont arrivées, ce qu'on pourrait appeler des pépites du jour, ou ça peut être soit des choses qui nous ont fait du bien, soit des choses qui ont été agréables, soit des choses qui nous ont fait plaisir, ça peut aider. Et puis plus on va noter ces choses-là, plus on va être capable de repérer les choses qui ont été positives dans notre journée. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, si vous êtes membre de l'église, un journal de reconnaissance. C'est un peu ça, c'est en fait concrètement ça. Okay. Et effectivement, si un jour on se dit il y a rien eu de bien à part une chose, le lendemain on va se dire il y a eu peut-être cette chose là et puis peut-être autre chose en même temps, et en fait on va petit à petit faire grandir cette liste là et faire en sorte que elle soit de plus en plus longue jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a autant de choses positives dans la journée que de choses négatives. Et j'ai plusieurs personnes dans le cadre du travail qui me disent oui mais il y a rien de bien aujourd'hui. Je leur demande mais ok, qu'est-ce que vous avez fait, et est-ce que c'était moins pire qu'hier? Ouais, c'était moins pire. Ok, donc c'est peut-être déjà un petit peu mieux. Et parfois, on va d'abord passer par du « c'est pas si mal » avant d'arriver sur du « c'était bien ». Mais ça se travaille petit à petit. Faut savoir que la dépression, comme beaucoup de troubles, ça peut arriver très rapidement et on met très longtemps à s'en remettre. Donc c'est aussi important de pouvoir être patient avec soi-même, de pouvoir être, j'allais dire tolérant, mais d'être vraiment patient. Et de pouvoir s'accorder le temps aussi, d'aller mieux petit à petit. C'est pas parce qu'on va tenir un journal qu'en 2 jours, ça y est, on va être sorti de la dépression. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est des aides qui petit à petit nous aident à remonter la pente, comme tu disais tout à l'heure, mais ça reste quand même des efforts à faire et tout un parcours, selon aussi le caractère de la personne, selon aussi la charge de la personne, au jour le jour, quoi. Parce que c'est vrai que ça dépend vraiment de toutes les responsabilités qu'on a et des choses, et de comment on le vit, de comment on a vécu avant, de comment...
et de qu'est-ce qui a fait qu'on soit allé à un moment donné en dépression. Est-ce que c'est un élément particulier? Est-ce que c'est une accumulation de plein d'éléments? Et ça, mais bien sûr, c'est un des points où forcément, mais alors en tant que psychologue, je ne peux que recommander ça, mais c'est d'aller voir un professionnel de santé. C'est de se dire que on n'a pas forcément toutes les clés. Nous, on a notre manière de voir les choses par rapport à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je le vis aujourd'hui? Et peut-être la suite des événements. Et l'intérêt d'un psychologue, c'est pas le psychologue qui va vous trouver toutes les réponses, mais il va peut-être vous aider à faire ce petit pas de côté pour finalement voir les choses avec une perspective un petit peu différente. De aussi pouvoir vous faire vous rendre compte de ce qu'il y a derrière ces lunettes de soleil. Donc finalement se dire, ben oui, on a peut-être une vision qui est un petit peu biaisée, comme on va appeler dans le langage des psychologues, qui va être un petit peu transformée par rapport à ce que nos yeux devraient voir. C'est comme si on avait tous des lunettes de soleil, que ce soit par la dépression, que ce soit par d'autres manières. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on vit tous une vie un petit peu biaisée de toute façon, par rapport aux situations dans lesquelles on vit. Bien évidemment, moi là, ça se voit, je suis enceinte. C'est clair que moi, ma vie maintenant, c'est le fait d'être enceinte. Donc en fait, je vais voir, quand je sors, je vois 40 femmes enceintes, alors qu'avant, je ne les voyais pas. Non, donc c'est vraiment quand on est dans la situation, au final, on se retrouve dans ce regard biaisé, on arrive... Et quand c'est un regard biaisé qui nous fait du mal, on n'arrive pas à s'en sortir forcément tout seul. Et je pense que c'est très intéressant justement ce travail que les psychologues ils font, parce qu'ils aident à avoir un regard un peu moins biaisé. Après, bien évidemment, je pense que comme chaque psychologue a sa façon de faire, ses propres techniques, son propre vécu, donc chaque psychologue va le faire de façon différente. Mais en tout cas, le rôle au final du psy, c'est vraiment justement d'aider à retrouver peut-être un biais plus positif dans notre vie. C'est ça. Et puis effectivement, le psychologue va, exactement comme tu disais, avec ses techniques, va peut-être ne pas s'axer sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui vont plutôt travailler sur la manière de penser. Et va justement regarder tous ces biais qu'on va appeler des biais cognitifs, donc des biais en lien avec notre manière de penser, pour justement essayer de valider certaines choses et puis de peut-être déconstruire cette certaine manière de penser qu'on a. Il y a des psychologues qui vont s'axer plutôt sur l'aspect émotionnel. Comment est-ce qu'on l'a vécu, comment est-ce qu'on le ressent et comment est-ce qu'on peut gérer cette émotion, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment est-ce qu'on peut lui donner du sens et faire en sorte qu'elle soit pas là pour rien, parce que les émotions ne sont pas là pour rien. C'est super intéressant. Et puis il y a d'autres psychologues qui vont plus s'axer sur le vécu, aller chercher peut-être avant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça s'est accumulé. Donc c'est pour ça qu'aller voir un psychologue, ça ne peut que nous aider, soit juste à déverser ce qu'on a déversé, soit peut-être à trouver petit à petit en nous-mêmes les solutions et à être accompagnés dans ce processus-là. Et je pense que quelque chose qui est intéressant à dire, peut-être, je sais pas, tu me diras, c'est peut-être mieux d'aller voir quelqu'un, même si on n'est pas complètement sûr, que de laisser en fait passer le temps et passer jusqu'à ce qu'au final il y ait quelque chose de beaucoup plus réel et plus invalidant qui s'installe. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Mais... En fait, c'est complètement ça. C'est comme n'importe quelle blessure que l'on peut avoir. Si on attend, ça peut s'aggraver. Si on va la prendre en charge tout de suite, au pire, on rentre chez nous en se disant, au moins ça va, c'est pas grave. Exactement. Donc ouais, c'est important. Et une deuxième chose à laquelle j'étais en train de penser, et là, c'est clair qu'on est en train de parler dans un contexte chrétien. Donc tu me diras aussi, je pense que quelque chose qui peut être difficile peut-être pour des personnes qui vont chez le psy, et peut-être que le psy n'est pas forcément de la confession, on n'est pas forcément chrétien, ben justement peut-être qu'il va avoir tendance peut-être à vouloir déconstruire quelques croyances liées à la chrétienté, alors que justement si on arrive à trouver même un psychologue qui est un peu plus axé sur notre foi, peut-être que ça peut aussi justement aider dans le processus tout en respectant nos croyances. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, ça va beaucoup dépendre des personnes. Okay. Il y en a qui vont se sentir très à l'aise avec le fait d'aller voir un psychologue qui n'est pas de la même confession, parce que justement, ça permet d'avoir un regard peut-être extérieur à tout ce qu'on nous enseigne dans une église, que ce soit celle à laquelle nous on va, ou dans une autre église où on essaye de voir les choses à travers en tout cas nous, une manière peut-être céleste, une manière tournée autour des principes de l'évangile, et parfois ça peut être important ou intéressant pour certaines personnes de se dire, mais d'un coup là je remets beaucoup de choses en question et j'ai peur d'être un peu jugée si je vais voir un psychologue qui est de la même croyance. Ok. Donc
Il y en a qui vont avoir besoin de se dire mais j'ai besoin que le psychologue puisse avoir la même croyance que moi pour être plus pour compris, être à l'aise, ouais. de pouvoir exprimer bah voilà, j'ai fait ça dans ma vie, je suis telle ou telle chose, tel ou tel principe et je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux aller mieux ou utiliser peut-être les ressources qu'il y a dans l'église ou dans la foi, comme le fait de prier, lire les écritures ou même jeûner ou utiliser les personnes autour de nous comme une aide. Et puis il y en a d'autres qui vont au contraire préférer voilà, quelqu'un en dehors pour avoir un regard peut-être neutre, notamment si les difficultés sont en lien avec ce qu'ils peuvent vivre de leur foi et où ils vont avoir envie de prendre un peu de recul. Super intéressant. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est mieux d'aller chez quelqu'un, même si c'est inutile au final, plutôt que de laisser les choses arriver. Parce que, bon, en soi, je pense que la dépression en soi, elle est peut-être pas dangereuse, mais il y a quand même certains comportements... Non, c'est pas des comportements. Si, des comportements qui peuvent être associés finalement... Certains comportements peut-être qui découlent au final de la dépression qui peuvent être dangereux. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu ? En fait, si je dois imager un petit peu la dépression, c'est comme ça que je l'explique à mes patients quand ils ne le comprennent pas. Ce serait un petit peu comme une spirale descendante. On descend, sauf qu'à un moment donné, on touche le fond. Et c'est quand on touche le fond qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus d'autre solution. Et la seule autre solution qui reste, c'est le fait de peut-être mourir, donc le fait de se suicider. Et on va parler de crise suicidaire quand justement une personne commence à avoir ces idées qui sont là bien présentes, mais qui va même aller à un stade où il va les scénariser, c'est-à-dire il va prévoir. Il va se dire ok, je vais faire ça comme ça, à tel moment, dans telle circonstance. Et nous ça c'est vraiment le moment où c'est le plus dangereux pour nous parce qu'on sait que la personne va être susceptible de ce qu'on appelle passer à l'acte en fait. Donc avant ça déjà il peut y avoir certains signes qu'une personne va vraiment pas bien et essaye vraiment de gérer un petit peu cette souffrance qu'elle a. On a beaucoup chez notamment certains jeunes les mutilations. Les mutilations, ce serait pas une tentative de mourir, mais c'est se faire du mal. Souvent, alors il y a plusieurs explications possibles, mais notamment celle qui est la plus répandue, c'est pour pouvoir sentir la douleur et en fait sentir que son corps est encore vivant. En fait, quand on commence à aller vraiment pas bien, ça permet déjà de court-circuiter les pensées parce que du coup le cerveau s'axe sur les douleurs. Et en plus de ça, certains disent que voir quand ça arrive à un point où ils peuvent voir par exemple du sang ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'ils trouvent soulageant. Et donc finalement ces mutilations, c'est une tentative pour essayer d'aller un peu mieux, de court-circuiter un petit peu cette souffrance. Tout comme pour d'autres personnes, ça va être les addictions. Mais bon, ça, on pourra en reparler un peu plus longuement, c'est un sujet que j'adore, et donc je peux en parler des heures, mais pour en revenir vraiment sur la crise suicidaire, c'est quand une personne a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution, qu'elle se dit, ben, finalement, la seule chose qui reste pour que ça s'arrête, puisque dans 90% des cas, une personne n'a pas envie de mourir en fait, la personne a juste envie que sa souffrance s'arrête, et ben dans ce cas-là elle se dit la seule solution c'est de mourir, parce qu'enfin quand je serai mort j'aurai plus mal. Et il faut pas attendre d'arriver à ce stade-là pour pouvoir aller chercher de l'aide. C'est important de pouvoir aller chercher de l'aide bien avant, au moment où on commence à sentir que on n'est plus comme avant. On n'a plus les mêmes activités qui nous plaisent comme avant. On n'est plus aussi joyeux qu'avant. On n'est plus aussi... on s'éteint petit à petit. Je pense qu'il y a cette image de... On se renferme sur soi, on s'éteint, on arrête de rayonner. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher de l'aide. Et le psychologue pourra donner des aides avec notamment, comme je disais, le journal des choses positives, le fait de s'entourer. Et il y a une autre chose auquel je viens de penser, mais c'est le fait de reprendre une activité physique. Et ça va beaucoup aider. Ça va avoir un effet très aidant. Un peu oui, comme tu disais, les antidépresseurs en fait. Ouais, parce que comme tu disais au début, comme c'est quelque chose, c'est un dérèglement qu'il y a au niveau même chimique, voilà, le sport, il est c'est clairement quelque chose de chimique aussi, donc bien évidemment ça peut aider à... C'est ça. Ouais. Donc finalement, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place avant d'arriver à un stade où ça devienne aussi grave, où on a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution que de mourir. Et si jamais des personnes autour de vous, finalement, ont un petit peu des signes un peu comme ça, où vous les voyez se renfermer, vous les voyez être un peu moins présents, être un peu évitant de certaines situations, mais surtout que vous sentez qu'ils vont mal, vous pouvez tout simplement leur poser la question de s'ils ont envie de mourir,
Et ça va jamais rien risquer de poser la question. Il y a un peu ce stéréotype que bah oui, mais si je pose la question, peut-être que du coup je vais lui donner envie d'eux. En fait non. Une personne, elle va pouvoir répondre et c'est un indicateur et à partir de là, vous pouvez dire à la personne qu'il y a des numéros qui existent. En France notamment, il y a le 3114 pour les personnes qui ont envie de se suicider, qui est un numéro d'urgence pour le suicide. Et puis même avant ça, il y a tous les professionnels de santé. Si on a le moindre doute, il y a le 15 qui est là pour pouvoir voir s'il n'y a pas besoin de faire un petit séjour peut-être de repos à l'hôpital pour être pris en charge. Et c'est important surtout de déstigmatiser en se disant mais on n'est pas fou si on va à l'hôpital parce qu'on ne se sent pas bien. Mais c'est toute une prise en charge, il y a des professionnels qui sont très bienveillants et qui au pire vont nous renvoyer chez nous en nous disant peut-être qu'il n'y a pas autant besoin, exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais au moins ça nous aura permis de ne pas attendre à un stade où ça devient trop grave. Plus que intéressant ce que tu viens de dire, je trouve que c'est assez bouleversant parce que je connais en fait toutes ces définitions, je connais, enfin j'ai vu même dans des séries quand on parle de la mutilation, quand on parle des crises suicidaires, mais c'est bouleversant de penser de mettre en fait ces idées sur quelqu'un que je connais par exemple. Si je devais voir un jeune ou une personne qui se mutile ou si une personne venait me dire justement qu'elle était en train de penser justement au suicide, je pense que je serais tellement bouche bée devant ça parce que pas genre ah waouh sérieux t'es comme ça, mais juste parce que je me dis c'est une grosse responsabilité parce qu'elles ont eu confiance et je saurais pas comment répondre. Donc qu'est-ce qu'on a le droit entre guillemets de dire, et même est-ce qu'il y a des besoins que tu vois par exemple avec tes patients qui sont assez récurrents, peut-être certaines phrases ou certaines idées, certains comportements que les gens autour de ces personnes qui sont en train de vivre des crises aussi grosses dans leur vie peuvent faire pour les soulager, pour les aider. Et je pense même à autre chose. Je me dis, je pense que beaucoup de fois, on va se sentir coupable si on n'arrive pas à faire les choses. Et loin de vouloir tout remettre un petit peu sur nous, parce que bien évidemment, le problème principal, c'est d'essayer d'aider la personne en face de nous à résoudre, ou en tout cas de l'accompagner un petit peu dans sa souffrance. Mais c'est vrai que quand même, est-ce que t'as aussi peut-être certains conseils pour les personnes qui se sentent trop coupables et qui du coup peut-être elles-mêmes pourraient tomber dans une dépression au final, ou dans d'autres choses, peut-être de l'anxiété ou peut-être d'autres troubles, tu vois, en essayant d'aider les autres parce qu'ils prennent trop sur eux. Je sais pas si c'est logique ou pas. Non mais complètement, et effectivement c'est important de pouvoir se dire que on ne va pas forcément être la personne qui va sauver la personne. Surtout que on n'est pas forcément tous professionnels de santé. C'est-à-dire que il faut pouvoir se dire qu'on est là pour accompagner la personne, mais en aucun cas vous êtes là en tant que personne qui va la sauver ou qui va faire en sorte que voilà, c'est tout sur vous que ça repose. Oui. Et je pense que c'est important de penser ça comme ça parce que du coup on se place plus dans une position de je suis là pour aider. Et après, si les choses ne fonctionnent pas, je peux pas forcément faire plus. Et c'est important de savoir qu'on ne peut pas tout faire pour la personne. La personne, elle reste, entre guillemets, maître de ses décisions. Donc ça veut dire que si jamais un jour elle décide que malgré toute l'aide qu'elle a reçue, c'est pas assez, et elle passe à l'acte, et peut-être malheureusement il y a une issue qu'on n'aurait pas forcément voulu qu'il se passe comme ça, c'est important de ne pas prendre la responsabilité sur nous en se disant j'aurais pu faire plus, etc. Parce que finalement c'est vers les professionnels de santé qu'il faut que cette personne puisse se tourner. Et même moi en tant que professionnelle de santé, ça nous arrive de nous sentir complètement démunis face à ce genre de troubles. Il faut aussi remettre les choses un petit peu dans leur contexte. C'est-à-dire que nous, on peut aider une personne, mais finalement, parfois, c'est le contexte qui fait que malgré toute l'aide qu'on peut apporter, la personne n'arrive pas forcément à choisir l'aide au final. À choisir l'aide, un peu comme si la personne essaye de monter et il y a le contexte qui essaye de la faire descendre encore plus. Je dis le contexte de manière un peu choisie pour éviter de dire peut-être certaines personnes, certaines situations, certains lieux, un petit peu de tout ça. Moi, je travaille avec des personnes qui ont des addictions, donc des personnes qui, pour les 3 quarts, c'est très rare que je vois une personne qui a une addiction et qui n'a pas de traumatisme. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, parfois, selon certains sujets, certains lieux, certaines personnes, vont, quoi qu'il arrive, réactiver certaines émotions, certains souvenirs qui vont être très compliqués. Et donc, parfois, je fais tout un travail avec eux
tout va bien. Et il suffit de dire un mot et ça peut être encore difficile. Donc si même moi en tant que professionnelle de santé, je peux faire des erreurs ou je peux ne pas réussir à autant aider les personnes, il faut vraiment que vous, de manière générale, ou nous, parce que je suis pas que professionnelle de santé auprès de mon entourage par exemple. Oui, c'est clair. Il y a des moments où on ne saura pas forcément quoi faire. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, exactement comme ce que tu disais, il y a peut-être des phrases qu'on peut dire, des choses comme ça. Je pense que ce qui est super important, c'est de pouvoir valoriser la démarche de la personne. C'est-à-dire, par exemple, de lui dire, mais merci beaucoup de t'être confiée, je sais que c'est pas facile, si jamais la personne se confie. Vous pouvez aussi essayer de légitimer, le fait de rendre légitime le fait qu'elle puisse se sentir mal. Plutôt que de banaliser en disant oui, mais en même temps, il y a pire dans le monde, il y a d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose et ça leur a pas fait le même effet. Oui, mais parce que peut-être que les autres personnes n'avaient pas eu tout le vécu avant, qui fait que là, c'est peut-être la goutte de trop. Ou alors même s'il n'y a pas de passif avant, chaque personne va vivre les événements d'une manière un petit peu différente. En termes d'autres phrases qu'on peut dire, c'est tout simplement de proposer l'aide d'un professionnel en disant mais peut-être en parlant de votre vécu, je sais pas si certaines personnes sont déjà allées voir des psychologues. Moi j'ai été voir des psychologues à un moment donné où ça pouvait être un petit peu compliqué et maintenant je peux que encourager les personnes de par mon vécu de dire bah, moi j'y suis allée à un moment donné où je me sentais complètement démunie, où j'avais l'impression d'être bloquée dans une situation où j'arrivais plus à avancer par moi-même alors même que j'avais tous mes cours et donc toute la théorie, enfin pas toute mais une bonne partie de théorie de psychologie où je m'étais dit mais pourtant, avec tout ce que je connais de la psychologie... Je devrais pouvoir guérir, entre guillemets, toute seule ou trouver... Mais encore une fois, j'ai ma vision à moi et les psychologues que je suis allée voir m'ont aidé à avoir une vision un petit peu différente. Et les fois où je suis allée voir un psychologue, c'était pas forcément pour beaucoup de séances. On a un peu ce stéréotype une thérapie, ça doit durer 10 ans. Pas forcément. Si on arrive à le prendre suffisamment tôt, ça peut durer quelques séances et pas forcément durer pendant 10 ans. Mais en tout cas, dans votre rôle à vous, de surtout pouvoir être présent. C'est super important de pouvoir être présent pour la personne. C'est ce que j'étais en train de penser un petit peu à ça aussi. Alors il y a deux choses que tu as dit que j'ai trouvé hyper intéressantes. Déjà le fait de savoir que la personne est maître de ses décisions. Je pense que je suis pas la seule à avoir cette vision. Je pense que c'est beaucoup aussi par les séries qu'on voit, par les films. On a l'impression que justement les personnes qui ont des troubles psychiques ne sont plus maîtres de leurs décisions et que du coup tout repose sur ce que l'autre aurait dû faire ou sur ce que nous devrions faire. Et je pense que c'est important de quand même valoriser cette partie-là de la personne. Que même si elle est en état de dépression, même si elle est vraiment atteinte. Là, on parle de la dépression, mais on peut inclure plein d'autres choses. Même si elle est atteinte justement d'un trouble psychique, elle reste elle-même. Enfin, c'est une personne quand même. C'est pas juste. C'est pas le trouble. La personne n'est pas le trouble. Elle peut prendre des décisions et elle est capable de le faire. Et je pense que c'est important aussi que la personne le sache et qu'elle soit consciente que nous, on est conscient de ça. Et une autre chose, justement, c'est quand tu disais de proposer peut-être de voir quelqu'un, d'avoir une aide professionnelle. Je me disais, le fait d'être présent, même le fait de dire, ok, est-ce que tu préfères ça ? Est-ce que tu préfères peut-être que je t'aide d'une autre façon ? Est-ce que tu aimerais que je t'accompagne, même chez le professionnel de santé que tu choisis ? Parce que peut-être que des fois, c'est un peu compliqué, même le fait de dire, j'y vais tout seul. Après, évidemment, on n'est pas dans la séance avec la personne, bien évidemment. Mais peut-être, voilà, donner ce genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est des aides qui pourraient aider certaines personnes, enfin, qui pourraient être appréciées par certaines personnes de notre entourage ? Complètement, parce qu'elles se sentent pas seulement écoutées dans leur détresse, elles se sentent surtout accompagnées. Et ça, c'est quelque chose... Parfois, j'ai des patients qui... Finalement, juste le fait d'avoir un espace de parole, c'est suffisant, sans même que j'arrive à introduire des outils ou des aides pour eux, mais parfois juste de se sentir écouté, de se sentir enfin entendu, enfin vu. Et ça, c'est beaucoup dans la crise suicidaire, dans les personnes qui ont envie de se suicider. Il y a pour certaines personnes, et c'est même assez fréquent, un peu cette idée d'appel à l'aide. Et effectivement, des personnes qui vont par exemple laisser apparaître certaines marques, qui vont un peu plus le verbaliser en disant mais là j'ai vraiment envie de mourir ou bientôt vous me verrez plus ou des choses comme ça, c'est des phrases qu'on peut entendre qui parfois peuvent être un peu banalisées en disant oui mais de toute manière on sait que tu le feras pas.
Alors que, en réalité, ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est s'il vous plaît, aidez-moi. C'est-à-dire, sinon les personnes, ça se saurait, mais elles pourraient finalement faire une tentative de suicide sans n'avoir montré aucun signe. Mais dans la plupart des cas, il y a des signes qui ont pu être visibles avant, que ce soit en termes de comportement de la personne, avec par exemple, elle va beaucoup plus se renfermer sur elle-même, elle va changer un peu ses habitudes en termes d'alimentation, enfin, par exemple moins manger ou au contraire beaucoup plus manger, enfin, je pense plus au fait de moins manger, mais des perturbations en termes de sommeil, enfin, il y a des choses au niveau du comportement, au niveau des phrases qu'elles vont pouvoir dire, et puis au niveau des émotions, voir que peut-être elles vont être beaucoup plus tristes, beaucoup plus un peu moins joyeuses, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui vont pouvoir se voir, et c'est important de pouvoir se dire, même si la personne, imaginons que la personne soit là que pour attirer l'attention, ça veut dire qu'elle en a besoin. Et même si c'est pas nous qui sommes en capacité de lui donner l'attention, parce que parfois les personnes elles nous exaspèrent parce qu'on se dit c'est encore la même chose, ok, bah alors on n'est peut-être pas la personne la plus adaptée pour pouvoir l'aider, et dans ce cas-là, hop, bah écoute, si ça va pas, il n'y a pas de souci, et moi je saurais pas trop quoi faire de plus. Est-ce que tu veux peut-être qu'on aille voir ensemble quelles sont les solutions qui sont possibles? Il y a des associations qui peuvent aider pour les personnes qui ne vont pas bien, pour n'importe quel, mais surtout pour plusieurs troubles différents. Il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a des groupes de parole, il y a le fait d'aller voir les psychologues. Si vraiment il y a de la dépression qui est assez forte et pour lequel il y a vraiment besoin, ça peut être bien aussi. Et je pense que ce serait plutôt recommandé d'aller voir aussi un psychiatre qui est du coup un médecin qui va pouvoir introduire peut-être des antidépresseurs. Et je pense que c'est important, même si je sais que les antidépresseurs sont toujours vus comme... Enfin, pas toujours, mais souvent vus comme ah non, je veux surtout pas d'antidépresseurs parce que je veux m'en sortir sans ça. Mais en attendant, ça reste quand même une bonne béquille pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais moi, je sais que mes patients qui vraiment sont en dépression sévère, je leur dis, j'ai beau faire beaucoup de travail avec vous, finalement, tant que la dépression elle n'est pas au moins un petit peu stabilisée par des antidépresseurs, ça va un peu bloquer. En fait, ça va un petit peu bloquer, donc on va faire 2 fois plus d'efforts pour très peu de résultats. Alors que peut-être que si juste pour un temps, je dis pas de le garder toute sa vie, mais juste pour un temps, il peut y avoir des antidépresseurs qui sont quand même des aides, ok, médicamenteuses, mais qui sont pas là pour rien et qui font quand même effet. Après, on va pouvoir faire ce travail en parallèle pour faire en sorte qu'on puisse aller plus loin, un peu plus rapidement. Même si bien sûr, il faut toujours s'accorder le temps de guérir. Dans l'église, il y a quand même... c'est quelque chose de merveilleux et il y a beaucoup d'aides pour nous faire avancer, notamment avec les commandements, avec les principes, avec les appels, avec les responsabilités qu'on peut avoir. Et mais parfois, on peut avoir beaucoup. l'impression que ça fait un peu comme un gros... Enfin, d'avoir plein de courses dans le coffre et on n'a pas de sac et on doit tout porter à la fois. Et donc, en fait, à chaque pas, on se dit, mince, qu'est-ce qui va tomber à un moment donné? Et parfois, en fait, on peut plus se concentrer sur les mêmes choses et on est obligé de se dire, ok, là, je ralentis peut-être un peu. Je me reconcentre sur des choses peut-être plus simples pour pouvoir peut-être mieux vivre de manière plus consciente, de faire les choses en pleine conscience, donc en sachant exactement pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que je fais cette prière, est-ce que je la fais de manière machinale ou est-ce que je prends vraiment le temps de la faire, et que est-ce que je la fais parce que c'est sur ma to-do list de toutes les autres choses que je dois faire pour être un bon membre, pour être une bonne personne et tout, ou est-ce que je le fais parce que j'en ai besoin et parce que j'ai besoin de ma relation justement avec Dieu et de cette amélioration journalière qu'on recherche au final. Et il y avait un discours, je me souviens plus la personne qui l'avait fait, mais qui disait, est-ce que vous êtes occupé dans l'église ou est-ce que vous êtes... je me souviens plus exactement le terme, faudrait que je retrouve, mais il y avait cette idée de, finalement, avec tous les appels, toutes les choses que l'on fait, est-ce qu'on est juste occupé ou est-ce que vraiment on est un peu converti et on fait les choses pour nous-mêmes? Et je pense que surtout quand on vit par exemple une dépression et que c'est déjà compliqué de se lever le matin, c'est déjà compliqué de sortir de chez soi, peut-être qu'il y a des moments où ça peut être bien de faire un petit peu une pause, pas forcément spirituelle de manière générale, parce que tout cet aspect spirituel va vraiment nous aider, va nous porter. Mais peut-être ralentir sur, ok, est-ce qu'un appel c'est vraiment si important par rapport à ma santé mentale? En fait, je suis désolée, mais... C'est plus l'aspect religieux, je pense. Pas forcément spirituel, parce que la spiritualité, on peut la vivre tous les jours, chez nous, n'importe où, mais c'est vrai que l'aspect religieux, il est plus lié à une religion, à une église, à des responsabilités, peut-être même à une culture de là où on vit.
Et donc, parce que moi j'ai vécu au Mexique pendant beaucoup d'années, c'est clair que les appels sont vus là-bas de façon très différente que ce qu'on les voit ici. Donc l'aspect culturel, religieux est très différent là-bas que ici. Donc c'est clair que il faut réussir à se rendre compte de tout ça et puis à dire pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais parce que on s'attend de moi que je le fasse ou est-ce que c'est parce que j'en ai besoin, que j'ai envie et que c'est vraiment quelque chose qui me change la vie pour le mieux plutôt que fois, c'est pas être égoïste que d'un moment donné se reconcentrer sur soi pour pouvoir se rebooster peut-être physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement pour pouvoir ensuite de nouveau aller vers les gens, de pouvoir les aider et cette fois-ci être une lumière pour les autres personnes. Mais on a besoin de prendre soin de notre propre lumière, on a besoin d'aller bien nous personnellement et le problème c'est que la santé mentale, si on ne prend pas soin de cette santé mentale, finalement cette lumière spirituelle elle va un petit peu s'atténuer parce que ce côté un peu sombre ou ces ombres de la santé mentale qui ne va pas bien va un petit peu prendre le dessus. Donc c'est un équilibre à trouver entre notre santé mentale, notre santé physique, notre santé spirituelle et tout va se nourrir un petit peu. Mais c'est important de ne pas en négliger un. C'est très très intéressant. Et du coup, c'est vrai que on a parlé un petit peu de la famille et des amis, mais donc c'est vrai que l'aspect même de pouvoir aider les gens qui sont autour de nous à l'église reste quand même assez présent, surtout dans notre église. Donc nous on est membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, où on a vraiment beaucoup de responsabilités, je trouve. Après je parle pour nous parce que je connais pas les autres églises, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de responsabilités. On doit, des fois on a des appels, par exemple dans la société de secours. La société de secours c'est une organisation pour les femmes de 18 ans à plus. Et en fait, il y a beaucoup de femmes avec beaucoup de vécus différents, beaucoup de points de vue différents, beaucoup de façons de s'exprimer. Et puis des fois, on se rend compte que on dit ah mais c'est pas grave, cette sœur, elle est comme ça parce qu'elle est toujours comme ça. Ouais, mais non mais ça va, elle va bien parce que je la connais, je la vois tout le temps et elle est forte. Voilà, elle vient d'une famille forte. Et en fait, ça aussi, je pense que c'est important de se rendre compte de ça et de se dire d'accord, les troubles psychiques peuvent arriver à n'importe qui. C'est pas un manque de foi qui fait que on a un trouble psychique et c'est pas parce que on a l'impression que tout va bien que du coup forcément on n'est pas atteint d'un trouble psychique. Et je pense que c'est important d'avoir ces conversations même qu'on est en train d'avoir. C'est vrai que peut-être on n'a pas forcément partagé beaucoup d'écritures ou beaucoup de citations ou quoi que ce soit ou trop centré sur l'église comme peut-être d'autres choses qu'on a fait avant, mais en fait c'est une conversation qui est tellement importante à avoir parce que c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Les troubles psychiques font partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non. On connaît tous de toute façon des personnes, peut-être qu'on est nous-mêmes la personne atteinte de quelque chose et on ne s'en rend pas compte et on a besoin d'en parler, surtout dans le milieu religieux où, comme on disait, comme on était en train de dire, il y a quand même beaucoup de charges. Qu'on le veut, et c'est bien parce que des fois ça nous aide justement à rester occupés, ça nous aide à faire beaucoup de choses, à nous améliorer. Et à progresser, c'est ça. Exactement. Mais des fois, ça devient trop lourd et on ne s'en rend pas compte et on a l'impression qu'on est juste en train de manquer un peu trop de foi et que si on continue à les faire, ça va aller mieux. Alors qu'en fait, ce dont on a vraiment besoin, c'est ce que tu étais en train de dire, c'est de se recentrer sur soi, se recentrer peut-être même sur la relation qu'on a avec Dieu et prendre du temps avec un professionnel de la santé pour en parler et dire voilà, j'ai besoin de mon temps. Donc merci vraiment pour cette première conversation. Je pense qu'on va en réavoir encore et on vous dit donc à la prochaine. Ouais, merci à toi.